Écoutez, déjà merci. Alors, merci à la plateforme sanitaire et sociale, à l'OR2S, d'organiser ces échanges. Euh, alors, bon, c'était extrêmement riche. Donc, évidemment, j'ai quelques remarques et quelques éléments, en tout cas, qui m'interpellent particulièrement, évidemment, au niveau de l'ARS. D'abord, tout ce qui a été décrit sur les EHPAD et l'expérience qui est en cours, je pense qu'on est vraiment très preneur et ce serait intéressant qu'on puisse avoir une présentation à l'ARS, qu'on puisse avoir un retour. Un des sujets qui est soulevé, j'ai noté que faire pour bien faire, la résistance aux normes, le risque d'absurdité finalement dans la chaîne qu'on peut tous mettre en place. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on a vécues à plein de niveaux, parce que ça résonne aussi, puisque les recommandations sont venues dans cette crise beaucoup du national, et étant à un niveau intermédiaire et très en lien avec le terrain tout au long de la crise, on a vu constamment des écarts qu'on a essayé finalement d'adapter, mais on se rend compte que là, alors c'est pas évident, je pense à faire. Encore une fois, faudra prendre le temps, je pense, de le faire. Ce serait vraiment bien de pouvoir faire un rétex assez complet de ça, mais que ces questions éthiques que vous abordez, je me disais, mais finalement, dans l'institution, est-ce qu'on fait ces démarches-là? Est-ce qu'on fait cette démarche éthique? Est-ce que des démarches d'écriture de procédure, de prise de décision, pendant la crise ou en dehors de la crise, est-ce qu'à un moment donné, on fait bien? Et on sait bien que parfois, la méthode, la manière de faire peut finalement produire pas forcément ce qu'on a souhaité. Euh, dans ce retour aussi, ce que je trouverais intéressant et ce qui est très marquant, c'est d'essayer de faire le lien entre finalement une approche un peu systémique du sujet que vous posez, même si vous le posez de manière systémique, mais j'irais en intégrant les différents niveaux des strates de notre système, c'est en parlant de l'individu qui au quotidien a sa liberté qui est réduite, avec des choses qui sont assez terribles, hein, qui sont dites, et finalement à quel moment ça vient de décisions qui sont prises à un moment donné ou de normes qui sont construites, et finalement la manière dont sont construites les normes euh, peut expliquer le résultat qu'on va retrouver à la fin. Donc, prévenir, apprendre, changer les pratiques, y compris dans une structure, une institution comme l'ARS par exemple, mais aussi sensibiliser jusqu'au ministère. Et là, je fais le lien aussi avec l'autre, la première intervention. Euh, j'ai noté, moi, biolégitimité, j'ai trouvé ça très bien, je ne connaissais pas ce mot-là. C'est vrai que dans ces temps de crise, on a vu arriver une légitimité pour avoir eu la chance, ou je ne sais pas si c'est une chance, mais pour avoir été à certains moments dans les échanges avec le ministère pour construire les systèmes d'information, SIDEP, les connexions pour avoir les données sur le nombre de cas en temps réel. Ça s'est mis en place en 15 jours au mois de mai. Je me rappelle encore avoir téléphoné à l'assurance maladie pour leur dire n'oubliez pas de mettre les codes postaux, demandez les codes postaux aux gens, on ne saura pas où ils sont. Et ils m'ont dit ah bon, mais ça sert à quoi? Ben, vous verrez, ça sert à beaucoup de choses quand même. Pour savoir un petit peu statistiquement et de manière anonyme, on peut essayer de savoir un peu l'épidémie, comment elle se propage. Donc on a eu des discussions comme ça qui étaient très techniques, essayer de bien suivre les choses et sans se rendre compte finalement que ce qu'on était en train de faire. Et là, je rejoins un, un système un peu de régulation que vous avez décrit et que vous analysez, qui est le fait d'avoir dans cette biolégitimité la mise en place d'un système de régulation euh, qu'on a quand même très rarement en dehors des situations de crise. Hein. On a d'ailleurs des gens qui commencent à penser que ça peut être le modèle. Mais le fait de mesurer l'incidence, de mesurer la vaccination en temps réel, d'avoir des cellules de crise. Cet après-midi, j'ai encore une cellule de crise, nous en avons encore. Elles sont un peu moins fréquentes, mais on vit dans un système qui a arrêté pendant un moment, comme beaucoup de gens, beaucoup de leur activité, qui ont été centrés sur la crise.
Et dans cette cellule de crise, on regarde d'abord tous les chiffres. Et je pilote la cellule indicateur sur la crise avec Santé publique France. On a eu énormément de discussions, de débats sur ces chiffres, parce que c'est une des rares fois où aussi on a fait le lien entre le préventif et le curatif. C'est-à-dire qu'on promène des chiffres qui à la fois mesurent des éléments dans la population, comment le virus se propage, comment il évolue, comment les variants arrivent, etc., sans connaître exactement ce que ça va faire. Et puis, en même temps, on voit ce que ça peut produire aux urgences, en réanimation, etc. Sur la première vague, on s'est rendu compte effectivement très vite que l'activité des médecins de ville ou des urgences a été divisée par deux. Ça fait 20 ans qu'on discute sur pourquoi les gens vont consommer de l'urgence et pourquoi on augmente de 10 à 15% par an. Et là, en même pas un mois, ça a été divisé par deux, avec des impacts qu'on commence à voir un petit peu, mais qu'on a encore effectivement du mal à mesurer sur le retard à la prise en charge, sur des impacts sur la santé elle-même et sur, voilà, quand 30% des gens qui ont un infarctus ne viennent plus aux urgences, on se pose vraiment la question sur ce type de prise en charge qui est typiquement l'urgence. Donc là, il y a une question on voit que ça perturbe, ça amène un modèle de régulation qui apparaît quand même marcher, dans le sens où, avec un contact très très fort avec les professionnels sur le terrain, on a pu partager constamment ces chiffres et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Comment on fonctionne? Et alors que on est dans un système qui, depuis 10 ans, a tendance à, je le mets avec des petits guillemets et beaucoup de prudence, mais finalement à affaiblir ces leviers de régulation, hein, la T2A, les modalités de rémunération, etc. etc. On a tendance à aller beaucoup vers, comme 25 pays dans le monde ont ces systèmes de régulation par la rémunération via l'activité, même si on en voit quand même aujourd'hui les limites et les bienfaits. Ce sont des systèmes qui rendent autonomes les acteurs. Et une structure comme l'Agence régionale de santé, par exemple, doit de plus en plus basculer vers plutôt du projet, de l'accompagnement, avec une ambivalence entre ce type d'activité et les activités de contrôle. Donc là, il y a un modèle qui arrive et on voit qu'on a beaucoup de débats aujourd'hui sur ça, beaucoup de débats aussi sur les indicateurs. Et je pense que ça n'enlève pas le fait que on a vécu quelque chose alors pas unique parce que ça s'est déjà passé par le passé, mais dans une vie, on n'en vit pas 36, des choses comme ça. Alors peut-être qu'on en démarre une série, hein, je ne sais pas, je ne le souhaite pas. Mais une des remarques qu'on a aussi, nous, c'est que c'est quand même un cas particulier aussi parce que la Covid, pardon, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, nous fait le lien entre la prévention et le curatif. Dans un pays où la réflexion est quand même très portée sur le curatif encore, et notamment dans les Hauts-de-France, où les indicateurs de santé nous font démontrer quand même depuis pas mal d'années que le curatif fonctionne pas trop mal et le préventif a besoin vraiment d'aller de l'avant, d'être plus présent. Et pour que le préventif fonctionne, on s'appuie sur des démarches, des méthodologies qui sont nouvelles pour la France, parce qu'évidemment, ça existe aussi dans des pays depuis longtemps. Je pense à l'empowerment, je pense à des pratiques où finalement, on essaye de rendre l'usager acteur de sa santé. On peut essayer d'avoir des débuts de réflexion communautaire, un certain nombre de choses qui, on l'a vu avec la crise. Et ça, c'est les éléments que vous soulevez qui, du coup, résonnent beaucoup des pratiques où on voit que la question du contrôle des libertés ou de l'atteinte, d'une certaine manière, des libertés est complètement contradictoire avec ces nouvelles pratiques. Et ça, je pense que c'est une vraie question. C'est pour ça que je rejoins la remarque qui est comment on fait pour bien faire. Il y a un moment donné, si on va vers des pratiques qui sont que des normes, que des contraintes, effectivement, on voit que ça met en place des résistances. Et en tout cas, c'est absolument pas du tout le sens qui est donné. Et que pour donner du sens, j'aurais envie de citer un sociologue qui s'appelle Jean-Louis Boutinet, qui est sur Angers, qui est au centre de ses réflexions sur les psychologies
psychologie du projet, où l'acteur doit être auteur. Donc, comment à un moment donné, on essaye de faire que l'acteur puisse être auteur et du coup aussi avoir ses marges de manœuvre, avoir sa liberté pour, pour améliorer sa santé à l'échelle individuelle et à l'échelle des territoires. Donc, là, on a là aussi des enseignements à prendre. Et dernier point, pour pas être trop long, on va aussi vous aborder un sujet qui est extrêmement intéressant sur tout ce qui concerne la distance, où on a vu que vous avez parlé du retour de la vertu du contact, outre ce qu'on peut vivre à titre personnel ou même au sein d'une institution. On a quand même vu que derrière ce système qui est présent, qui est là, c'est-à-dire que si ça s'est mis en place aussi vite, c'est quand même que ça existait et que ça, même si ça s'est accéléré à une vitesse absolument incroyable, ces fonctionnements à distance, on a vu que paradoxalement, ils ont touché quasiment les gens presque qui ont été le plus touchés. Je ne parle pas de l'isolement physique, hein, je parle du fonctionnement à distance. Ce sont les jeunes. C'est-à-dire que la population qui sont les plus grands geeks, a priori, parce qu'il y a quand même des grands geeks aussi, il y a des générations qui existent déjà de geeks, mais ces jeunes-là qui sont très à l'aise avec les outils en ont aussi souffert. Et même s'ils ont reconstitué à l'intérieur du monde virtuel, entre guillemets, une certaine réalité sociale, l'isolement existe toujours, y compris à l'intérieur de ce monde-là. Et on voit que là, ça va poser des questions pour la suite. D'abord de réponses à court terme, parce qu'il faut revivre en vrai, entre guillemets, et pas s'isoler. Mais aussi, et des questions qu'on a déjà commencé à investiguer, c'est comment on peut intervenir à l'intérieur de ce monde-là pour qu'il y ait quand même des messages, des informations, des choses positives, on va dire, euh, dans le champ de la santé qui touchent les jeunes. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser leurs outils pour aussi aller les toucher, encore une fois, euh, pour atteindre nos objectifs d'améliorer la santé dans notre région. Donc, en conclusion, merci pour cette richesse. Et je crois que ça, effectivement, j'ai entendu tout à l'heure le fait que quand on est dans l'action et qu'on enchaîne les décisions, c'est plus le temps de l'éthique. Mais on voit bien là, dans les sujets que vous soulevez, que ce serait bien qu'on en tire un peu les enseignements avant que voilà, la conformité, les systèmes se remettent un petit peu en place. Avec un effet, moi de temps en temps, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce film Uranus, qui est un film sur un village, c'est un film de Bertrand Blier sur un village à la sortie de la guerre 39-45. Et dans le village, on voit toute une société avec les jeux d'acteurs, de ceux qui ont profité du système, de ceux qui l'ont subi, des rôles qui changent et des postures qui évoluent. Et voilà, on ne va pas comparer les deux choses quand même pas, mais il y a des postures et des choses qui sont un peu perturbées. On ne sait pas comment tout va se réinstaller. Mais vous l'avez souligné aussi, voilà, la conformité, les comportements habituels, finalement, sont très ancrés et ont tendance à revenir. Donc, merci beaucoup pour ces. J'ai beaucoup appris ce matin.